Nous allons un peu suivre la chronologie. Le terrorisme? Le terrorisme, ça m'intéresse beaucoup. Tu as fait partie de la brigade antiterroriste. Oui, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le djihadisme. D'accord. Il me semble qu'en Espagne, nous avons des brigades antiterroristes très compétentes au niveau mondial. Est-ce vrai? Moi, d'après ce que je sais, ce qui est bon, c'est la propagande, d'accord, mais bon, ça arrive dans toute l'Europe. En Espagne, on fait des opérations de terrorisme de pacotille, c'est-à-dire, et puis aussi, elles sont faites en fonction de l'intérêt politique. Je l'expliquerai plus tard. Je te donne un exemple emblématique, un gars qui s'est entraîné avec moi, Marquin. Ils l'ont récemment arrêté pour appartenance à un groupe armé, collaboration terroriste, et tout ça. Ce gars n'est pas un terroriste. Il a juste pris une photo en s'amusant avec un drapeau de l'État islamique en Arabie Saoudite. Ce n'est pas du terrorisme. Le problème, c'est que dans la police nationale, la garde civile et les autres forces de sécurité ont fait des statistiques, c'est-à-dire, il faut cocher une case. C'est comme la mascarade du genre, dont on parlera plus tard. Moi, j'appelle ça la violence de genre, hein. Je dis mascarade de genre. Parce qu'on ne peut pas arrêter des mecs sans aucun indice. Et ça se fait depuis 2004, depuis que cette fichue loi est sortie. Parce que de nombreux hommes se sont suicidés, vivent dans la rue ou ne voient plus leurs enfants. Parce que leur femme les a faussement accusés, et ça, je l'ai vécu moi-même en tant que chef d'un bureau de plainte. Et celui qui dit le contraire ment. Alors, oui, je déclare ce qui se passe, c'est que bon. Et ça marche pareil avec le terrorisme, évidemment. Alors on compte, on a fait, monsieur le ministre, combien d'opérations on a faites? On a fait 35 opérations, mais quelles opérations? Des opérations bidons? Tu le vois, en plus une mascarade, où ils vont avec les chiens et tout ça. Tu te rends compte combien d'explosifs ils ont saisis? Zéro. Combien d'armes ils saisissent? Zéro. Combien saisissent-ils? 3 000 € cet argent. Je veux dire, les terroristes doivent avoir plusieurs choses pour être des terroristes. Quelque chose pour menacer ou pour exécuter une action armée. Ou l'intention, le plan, ou Des indices? qu'il est en train d'y aller. Mais ils disent des bêtises, ils marchent. Le code pénal pour augmenter les statistiques. Auto-endoctrinement. Un gars qui regarde sur YouTube des vidéos d'attentats n'est pas un terroriste pour moi. Au moins, pour qu'on qualifie quelqu'un de terroriste, il doit avoir des armes, des explosifs ou une certaine somme d'argent pour financer le terrorisme. Mais si tu regardes en Espagne, ils arrêtent des gens sans explosifs, sans armes et sans une somme notable. Alors, quels terroristes sont-ils? Ce sont des terroristes de pacotille. Et avec ça, je ne dis pas que l'Espagne n'a pas une menace extrême, parce que nous avons une menace extrême. Surtout en Catalogne, à Ceuta, à Melilla, certaines communautés autonomes qui sont dépassées. Je te parle d'une montée du terrorisme djihadiste de 2004 à 2007, et déjà à cette époque, il y avait un problème, mais vraiment énorme, vraiment énorme. J'ai des amis en Catalogne qui te disent bon, qu'il faut marcher dans la rue. En Espagne, l'immigration est un vrai problème, les gens ignorent la situation. Feijóo affirme vouloir agir, c'est faux. Ils cherchent la frontière, ils prétendent qu'il faut expulser les étrangers, mais c'est faux. La loi organique sur les étrangers de 2000 le prévoit déjà. Vox le fera sûrement, ils sont bien plus radicaux sur ce sujet. Effectivement, aucun ne va le faire. C'est un mensonge. Donc je dis toujours une chose dans le livre aussi, que cela concerne tous les Espagnols, indépendamment de leur idéologie, conditions, région, orientation. De tout type, qu'on est en train de nous tuer, on nous étrangle avec la sueur que nous donnons nous-mêmes. Alors, soit ça change, soit on va très très mal. On a un problème de sécurité impressionnant. Récemment, en Amérique du Nord, une fille de 14 ans a été violée par un mineur étranger non accompagné de 17 ans. Les mineurs étrangers non accompagnés sont ce qu'ils sont. Ils tentent d'édulcorer ça à la télévision, les prostituées médiatiques. S'ils sont si efficaces, c'est parce qu'une voiture de police est en poste fixe. Et puis, Jota, si tu as 17 ans et que tu as une érection en violant une fille de 14 ans, c'est que tu es un fils de pute? Il n'y a rien d'autre à dire, et celui-là, on ne le renverra jamais d'Espagne, jamais, comme tant d'autres. J'invite les gens à aller voir les juges du contentieux administratif, c'est là que se règlent les procès concernant les questions d'immigration. Et j'ai vu des gens avec des homicides multiples, des viols multiples, rester en Espagne grâce à l'ancrage local. Tu te rends compte? Comment ça? Grâce à l'ancrage local? Ils disent avoir des attaches car ils ont vécu et restent en Espagne grâce à l'ancrage local. Après avoir tué, après avoir violé. Moi aussi, ça m'énerve beaucoup, tout ce qui concerne la parité de genre et les orgues du vagin.
M16? Eh bien, il y a des milliards pour les ordures, mais personne ne se souvient de cette fille de l'autre jour. Ils ne la mentionnent même pas parce que c'est une victime de seconde zone, c'est une victime de seconde zone, parce qu'en étant agressée par un immigré, ça ne colle pas, ça ne rentre pas dans leur récit selon lequel l'oppresseur est l'hétéropatriarcat blanc européen chrétien. C'est ça, c'est ça. Et cette fille est détruite, et sa famille est détruite. Et les politiciens, les 350 chefs que nous avons en Espagne, pour en profiter sans rien faire? Je comprends parfaitement. Alors, eh bien, pourquoi je te vois avec le terrorisme? Ensuite, il y a un autre problème, c'est que nous dépendons des services anglo-saxons, américains et tout ça. J'ai des amis proches comme la famille aux États-Unis et beaucoup de respect pour les Américains. Mais leurs services de renseignement ne sont pas des alliés, car il y a ton service et d'autres. Toute personne censée le sait. Il n'y a pas d'amis. Dans le domaine du renseignement, il n'y a pas d'amis, ce sont tous des ennemis. Donc ici, nous avons les services marocains qui ont trolanisé l'Espagne, les services américains qui sont en train de trolaniser l'Espagne. Et l'Espagne, eh bien, elle est mourante. Alors il faut du sang de Vladelezo ou de Don Pelayo. Mais c'est urgent et chaque jour, il y a de moins en moins d'Espagnols. Comprends-moi dans le sens où je le dis, tu vois? Je comprends parfaitement le sens dans lequel tu le dis, parce que c'est un combat qui me coûte, et en fait le combat devient tellement compliqué que je ne vois qu'une seule alternative, et l'alternative c'est d'abandonner. Que l'Espagne soit détruite, l'État espagnol doit tomber, et l'État espagnol doit tomber. Je pense qu'une solution pacifique existe. Désolé de t'interrompre. Je ne le crois pas non plus, et la seule solution pacifique qui pourrait exister serait de subir beaucoup plus de faim, beaucoup plus de misère, beaucoup plus de chaos, beaucoup plus d'insécurité. Et qu'il y ait une réaction de la part des gens qui restent d'ici. Moi, je ne vais plus rester ici. Mais ce que tu dis sur la faim, je te l'accorde entre guillemets. Parce que les gens sont dans le besoin, et justement, ils ne feront jamais cela qu'on ait faim. Le fils de pute, le génocidaire Staline, a dit quelque chose de très révélateur. Il a attrapé une poule, tu connais l'histoire? Il a attrapé une poule et a dit à son cabinet « Regarde », puis il l'a privée de nourriture. Alors il l'a prise, il l'a approchée et il l'a plumée vivante. Il a pris du grain en disant « Regarde la poule qui est allée manger comme le font les politiciens espagnols. » Ils nous maintiennent dans le besoin, mais ne peuvent pas trop nous affamer, sinon nous nous révolterions. Et on leur crève les yeux. Les gens n'arrivent pas à finir le mois. Mais 4 400 € par immigré illégal en Espagne, plus de 3 000 € par mineur non accompagné en Espagne chaque mois. Je te dis, ah mais c'est quoi ça? Quand on a des personnes âgées qui ne peuvent pas se débrouiller seules, quand on a des malades atteints de SLA, de cancer, peu importe la maladie, quand on n'a pas à l'Assemblée publique de dentistes, qu'on n'a pas de psychologue pour les gens qui ne vont pas bien. Avec un taux de suicide de 4 000 suicides par an, mais il y a de l'argent pour la BGT afin de tout collecter. Ou pour que leur seigneurie aille voir des prostituées. Ça aussi, je l'ai vu. J'ai vu des demoiselles monter dans les bureaux des chefs d'une certaine direction générale de la police. Les jeudis, à 21 h avec minifalda à Rare de Molle et Taconazos. À ton avis, elles y allaient pour porter plainte? Je vais te dire autre chose. Déclaré devant le micro. En fait, je vais te dire autre chose. Je vais t'en dire plus sur le djihadisme, mon chef de section. Un soir, on est sorti dîner et il a couché avec une fille dans le camouflage devant tout le monde. Quel respect! Ça, tu sais que chacun a sa vie, mais toi, tu dois quand même te comporter un peu. Être policier national, c'est le même respect que n'importe quelle autre profession. Mais tu enlèves la liberté aux gens, tu portes une arme à feu, il doit y avoir plus de choses. Tu n'es pas un citoyen ordinaire. En tant que policier, tu dois être un exemple de droiture, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ce que, si en service tu voyais un autre citoyen faire, tu l'arrêterais. Je dis toujours aux gens de ne jamais faire confiance à un policier, à aucun. Non. Qu'ils ne fassent confiance qu'à eux-mêmes. Pour te dire la vérité, non, nous ne le faisons pas. Et je suis très ami avec Sergio Luque et je l'aime beaucoup, mais c'est lui, le corps de sécurité, les forces de sécurité de l'État, les gens de mon bord, disons qu'ils ont une telle méfiance envers l'État. Nous voyons les policiers comme les chiens de garde des policiers. Le bras armé du pouvoir politique, exactement. C'est comme ça que ça a été vu dans l'État.
L'état d'alerte anticonstitutionnel, et je dis bien anticonstitutionnel. Tous les policiers et gardes civils ont étudié la loi organique 481 qui régit les états d'alerte, d'exception et de siège. Et tous savaient que ce que faisait le gouvernement était illégal. Le tribunal constitutionnel l'a déjà déclaré illégal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, Ce n'est pas parce que David Azagnon, fils de Red Pill, le dit ici, rien de tout cela. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comment osez-vous aller regarder les achats des gens, à les sanctionner, alors qu'aucune de ces sanctions n'a abouti, mais ceux qui ont payé rapidement ne se font pas rembourser? Je m'explique, c'est typique du fonctionnement de l'administration espagnole. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui, sachant que c'est illégal, m'ont dit « à quel moment je me fais riki-riki ?» Je me suis inoculé une certaine substance, parce qu'il y a des collègues qui ont des règles interminables, des maux de tête, des collègues qui ont des cardiopathies, etc. etc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la police doit avoir un certain pouvoir d'inscription et l'exercer. Mais ici, ce que je te dis dans le livre, c'est que 60% obéissent déjà aux ordres. Le NKVD et la Gestapo obéissaient aussi aux ordres, tout comme les SS. Tu n'es pas là pour obéir, mais pour respecter la légalité, même si cela t'oppose souvent à tes supérieurs. C'est ce que tu dois faire. Ma mission était de m'opposer à mes supérieurs en cas de demandes illégales et de protéger mes subordonnés. Et des choses légales aussi. Quelle sorte de choses t'ont-ils demandé à toi? Eh bien, des choses légales, j'en ai toute une liste. Je peux te donner un exemple qui est vraiment bas, qui se faisait à la police nationale avec les étrangers entre 2004 et 2007. Il y avait une idée à la police, que j'appelle l'unité de police des recommandés, regarde les initiales et tu verras. Et il leur donnait la nuit libre s'ils livraient 2 étrangers en situation irrégulière. Ce qui, à mon avis, n'est pas mal. Qu'un étranger en situation irrégulière soit arrêté et qu'on ouvre un dossier d'expulsion, d'accord, mais cibler ceux qui commettent des délits, là je comprends, il y aura une priorité pour eux. Quelqu'un qui travaille de façon irrégulière en Espagne et essaye de s'en sortir, tu vois, Évidemment, ce n'est pas la même chose. ce n'est pas pareil. En tant que chef d'un bureau des plaintes, j'ai déjà eu le cas d'une femme enceinte de 9 mois en séjour illégal. Je me dis, ouf, je suis idiot, je suis idiot. Alors, ce genre de choses, tu vois. Des illégalités, un mec, et il y en a tellement, Jota, que je ne saurais pas te dire. Mais bon, s'il y en a autant, donne-moi un exemple, tu peux me dire. Je dis ça, ouais, mais je veux pas non plus me mouiller, je veux pas m'en mêler. Tant que tu ne mentionnes personne, je ne pense pas que ce soit un trop gros problème, David. Et si c'est un trop gros problème, la vérité le mérite. Écoute, bah, je peux te dire, troyaniser des administrations, On t'a demandé de troyaniser? entrer dans des endroits sans avoir une autorisation judiciaire, merci. Troyaniser des administrations. Tu veux dire infiltrer par piratage? D'accord. J'avais un pote qui était le meilleur hacker de la police. Heureusement, il n'est plus dans la police et il gagne très bien sa vie maintenant. D'accord. Alors, je peux te parler de ça, je peux te parler des aspects légaux. Ceux qui ramènent la voiture chez eux, Jota, je l'ai mentionné plein de fois, qu'ils ramènent la voiture chez eux. Je parle de la banaliser, pas de la voiture de service. Tu sais combien ça coûte à ça? Voiture, essence, assurance, tout est payé par le contribuable. Il prétexte qu'il doit rester joignable en cas d'urgence pour son fils. Mais quelle urgence? J'étais dans le djihadisme, que te disais-je. Notre chef prend la voiture pour manger et je dis qu'on doit aller à l'audience nationale remettre des mandats d'intervention. Il s'agit déjà de téléphone, mais ensuite je demande « Comment ?» Qu'après on est en train de travailler. C'est une voiture pour travailler, pas pour que tu l'utilises pour aller manger. Non, non, alors non. Je me disputais déjà avec mon chef quand j'ai croisé le commissaire général et je lui ai demandé « Chef, que se passe-t-il ici ?» Et le type m'a regardé comme pour dire qu'il avait raison, mais lui non plus n'a rien fait. Tu t'es disputé avec ton chef car il t'a demandé des choses non éthiques, c'est ça? Je te le dis, des choses pas éthiques dans plusieurs postes de travail, pas seulement dans un seul. Tu sais que c'est quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Oui, c'est ça, c'est institutionnel. Par exemple, les statistiques, la police a l'habitude de faire 500 000 identifications. Mais à quoi ça me sert? À moi. Reconnaître un homme de 60 ans qui marche avec son chien, c'est quelque chose qui a de l'importance pour le sort des citoyens, non?
Je dois gérer ceux qui commettent des délits toute la journée, que je connais déjà et déjà arrêtés. C'est sur eux que je dois mettre la pression. C'est justement cette impression-là, que la police est là pour embêter le citoyen ordinaire. C'est le ressenti du peuple espagnol. Et là, les punks, la gauche, la droite, tout le monde va se retrouver dans cette affirmation que je vais faire. Le sentiment, c'est qu'en Espagne, la police est là pour emmerder le gars qui n'est pas vraiment dangereux, au lieu de s'occuper des gens vraiment dangereux. On dirait qu'ils les laissent tranquilles et ne vont pas les chercher. Dans les quartiers difficiles, on les voit moins. Par contre, quand il y a quelques gamins qui fument un petit joint dans un parc, hop, c'est direct l'amende et ça a plus de conséquences. C'est comme le mineur étranger qui a fait ça à la fille de 14 ans à Hortaleza. Ça, c'est vraiment une tragédie. Et c'est le sentiment général du citoyen lambda. Des sujets plus ou moins proches de la réalité. Je vais te dire mieux, à Ciudad de Asiana, je n'ai rédigé que 2 procès-verbaux pour consommation de joints. Tu veux savoir pourquoi? Je leur disais toujours, s'il y a des personnes âgées ou des enfants, fumez ailleurs. Les 2 procès-verbaux, c'est parce qu'ils l'ont fait les malins. Il ne manquait plus que ça. Ah, ce n'est pas très malin non plus. Tu vois, j'ai vu des gars fumer un joint dans un parc tranquille. Je les ai identifiés, pim, 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 et j'ai juste confisqué les joints sans proposer d'autres sanctions. Ils vont fumer les joints, quand même? Oui, c'est ça, il y a des choses plus importantes à faire. Alors, je dis toujours la même chose, toi, voilà. Pour les homicides, les viols, il ne va rien se passer. On ne va pas expulser celui-là d'Espagne, le type dont je t'ai parlé. Ils ne le mettront pas en prison car il est mineur. Il aura juste un cours et en 2 jours, il sera libre, alors que la fille et sa famille resteront détruites. Par contre, grille un feu rouge, toi, cet après-midi, ou utilise ton portable, tu vois, ou roule à 150 sur la route. Les conséquences pour s'être garé en double fil pendant une demi-heure sont les mêmes que pour un homme ayant violé une fille de 14 ans. Ça, c'est Almeida, le maire de Madrid, qui disait qu'il allait supprimer Madrid 360, ou Madrid centrale de Carmena, et il a laissé la même chose. Et qui sont-ils pour t'interdire de circuler alors que tu as une voiture avec le permis de circulation, ton contrôle technique à jour, et que tu paies tes taxes de circulation? Qui sont-ils? Le mensonge du changement climatique, c'est pareil, je le répète. Ceux qui portent le badge Agenda 2030 sont nos ennemis, présents dans toute l'administration. Ils sont partout dans l'administration. Je veux en venir, David, à un point où, à quel moment deviens-tu une personne trop gênante pour le corps de police? Oui. Qu'ils te mettent à la retraite anticipée. Parce que tu m'as dit, je ne sais pas si tu l'as dit à la caméra, tu pars à la retraite à quel âge? Je t'annonce des irrégularités concernant une conseillère du directeur général, et il commence à me demander de quelles irrégularités. Si c'est possible de le savoir. Eh bien, des fuites d'informations à des journalistes, à des endroits où elles ne devraient pas être. C'était une information qui concernait les plaintes, qui sont classées comme confidentielles. J'ai parlé avec mon chef, le commissaire, et je lui ai demandé « Cela se passe ?» Il répond « D'accord, j'informe le service disciplinaire. » Qu'est-ce qui se passe? C'était une protégée d'un autre commissaire au-dessus de lui, et donc c'est moi qui vais avoir un dossier disciplinaire. Tu sais, Ruta, on m'a ouvert 10 dossiers disciplinaires dans ma vie, dont 4 pour faute grave. Je n'ai même pas un avertissement. C'est quoi un avertissement? Un avertissement, c'est la sanction la plus légère, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai rien. J'ai un dossier impeccable et ils m'ont cherché des problèmes. Je te dis même plus, il y a une fille, une subordonnée, qui m'a dénoncé pour harcèlement au travail. À l'époque, j'avais 20 subordonnés, d'accord? 4 femmes ont porté plainte. Par exemple, c'est enregistré, donc je n'invente rien. Enregistré. Que cette femme avait agi avec témérité contre moi, que j'étais un supérieur hiérarchique, que je l'ai traité parfaitement, que j'étais professionnel, bla bla bla. Tu sais ce qui s'est passé? Les chefs ont menacé ces 4 femmes et leur ont ouvert une procédure disciplinaire pour avoir pris ma défense. Ils t'ont fait une chasse aux sorcières dans le service. Totalement, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ça ne plaît pas, ce que je dis toujours. Je défends les 20% de policiers nationaux, ceux qui font avancer la police nationale. Je parle avec beaucoup de policiers de toutes les catégories. Ils en ont tous marre, ils veulent quitter la police, ou ils s'en fichent, ou ils sont épuisés. Parce qu'ils disent « Où va-t-on arriver ?» Bien sûr, mais je leur dis toujours la même chose. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Je ne peux pas défendre toute l'Espagne, mais je peux faire ma part. Dois-je intervenir si je vois un abus sans être policier? Avant fait, la pression sociale dans les quartiers fonctionnait ainsi.
Je me souviens, putain, dans les années 90, fin des années 80, j'étais adolescent. Et tout ça, en Espagne, tu avais un ami punk, un ami nazi, un ami toxico, un ami trapéziste, un ami de n'importe quel genre. Tu avais la liberté d'expression, tu pouvais aborder divers sujets sans vouloir tuer personne. Maintenant, on a le fourre-tout du délit de haine, qui n'est rien d'autre qu'une atteinte à la liberté d'expression. Et maintenant, c'est très à la mode, au niveau policier, qu'au moindre prétexte. Eh bien, je n'exclus pas qu'ils viennent m'arrêter demain pour délit de haine, pour n'importe quelle chose que j'aurais dite. Tu comprends? Voilà le pays dans lequel on vit. C'est une dictature, complètement. Et ça, les policiers, toi qui parles avec plusieurs d'entre eux dans le corps, ils le ressentent aussi complètement. Et la police peut-elle faire quelque chose pour inverser la situation? Je veux dire, existe-t-il un quelconque mécanisme qu'ils aient les... Pour dénoncer leurs supérieurs, pour dénoncer leur erreur, voici un exemple. Comment cela finirait? Comme toi, évidemment. Mais l'histoire, c'est que je vais te donner un exemple. On disait quand je jouais au rugby, je jouais en première nationale, l'entraîneur nous disait toujours, si tu te bats contre un autre, vous allez être expulsés si vous vous battez tous les deux. Je ne m'explique pas, n'est-ce pas? Alors, je leur dis d'enregistrer leur chef, je leur dis que quand ils viennent à la sécurité, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils soient lits comme, tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, j'ai agi avec une certaine témérité, parce que pour moi, 8 ou 800, c'est pareil. Et moi, un commissaire général, lors d'un déjeuner, mon collègue me donnait des coups de pied sous la table, ce que je raconte dans le livre. Je lui ai dit ses vérités. Tu les as frappés? Non, je me suis mis à parler dialectiquement. Hein. D'accord, d'accord. Il m'offrait plus de 1000 € par mois en fonds réservés, et je lui ai dit de se les mettre où je pense. Je te donnais des coups de pied sous la table Genre mon pote, pour me dire de me calmer, tu vois, parce que je te... car il m'insultait et me proposait de l'argent. Pourquoi faire? Pour des travaux que nous faisions, j'ai dit je ne veux pas d'argent, mais aide-moi pour autre chose. Je raconte tout cela en détail dans le livre, tu comprends? Pour ceux qui parlent mal, j'utilise un pseudonyme, pour les autres, je mets leur nom. Eh bien, c'est là où nous en sommes.